À toutes et à tous, bienvenue au cours Galien. Je suis Nicolas Pandet, docteur en biochimie, biologie cellulaire et en biologie moléculaire. Je suis également le responsable des études de santé au cours Galien. Et ce soir, nous nous sommes donné rendez-vous pour parler d'éloquence, mais pas que. Et puis, pour échanger sur ce vaste domaine, je suis accompagné d'un orateur de renom et je me fais le plaisir de le présenter. Il s'agit d'Éric Cobast. Éric Cobast est professeur agrégé d'université. Il a enseigné de nombreuses années la philosophie dans l'enseignement supérieur, alors dans des classes prépa, les grandes écoles et également à l'université. Par la suite, il a intégré la gouvernance du groupe INSEC-U, aujourd'hui dénommé Omnes Éducation, au titre de directeur académique et conseiller auprès de la présidente du groupe. Il fonde ensuite l'Académie d'éloquence en 2021 et organise autour de cette thématique, autour de l'éloquence, de nombreux événements en partenariat, notamment avec le Figaro étudiant. Alors, on parle du concours national d'éloquence, des classes prépa, par exemple. Il est auteur d'une quarantaine d'ouvrages. Alors, je ne les ai pas tous lus, mais récemment, L'incroyable pouvoir de l'éloquence aux éditions Erol en 2022 et Briller à l'oral aux éditions de l'étudiant en 2020. Bonsoir Eric, bienvenue. Bonsoir Nicolas. Comment allez-vous? Écoutez, ça va, hein, ça va, tout Ça se va? passe bien, oui, oui. Parfait. J'attends avec impatience cet échange. Eh bien, j'espère que il sera, en tout cas, il répondra à vos attentes et aux attentes des personnes qui sont avec nous ce soir. Et j'en profite également pour prier les personnes de bien veiller à ce que leur micro soit éteint pour tout simplement le bon déroulé de cette réunion. Alors, mesdames et messieurs, et chers étudiants, étudiantes qui nous écoutez ce soir, le postulat de départ de notre webinaire, l'éloquence ou la clé de la réussite, n'est autre qu'une conclusion des réflexions que le comité pédagogique des cours Galien a été amené à se poser. Puisque, certains d'entre vous vous le savez, depuis la réforme des études de santé en 2020, des oraux, alors de différentes natures, oral de motivation, projet professionnel, analyse d'articles, iconographiques et bien d'autres, ont fait leur apparition dans les modalités de sélection de nos étudiants. Une des conclusions fut donc la suivante. Le facteur clé de la réussite est l'éloquence. Éloquence qui, selon le dictionnaire Robert, se définit comme étant la facilité à bien parler, mais également à persuader par le discours. Charles Perrault disait « Rien ne résiste à une grande éloquence ». Alors, Éric, on a eu et on aura le grand oral du bac, nous avons les oraux en médecine, des oraux lors d'éventuels entretiens professionnels, mais également dans les grandes écoles. Est-ce que nous pouvons envisager l'oral comme faisant partie intégrante des schémas de sélection des étudiants ou des candidats à une offre d'emploi? Ça, c'est ma première question. Et est-ce que c'est un effet de mode ou un retour à ce que certains diront l'époque antique hellénistique, où on avait le trivium rhétorique, grammaire, dialectique qui était enseigné? Alors, je ne crois pas que ce soit un retour de l'antique parce que c'est un petit peu compliqué, même si effectivement il y a de temps en temps des allusions à Aristote, voilà, à des procédés qui viennent en effet de l'Antiquité parce que c'est quelque chose qui a été inventé par des avocats grecs, hein, donc voilà, Tisias notamment, et Corax. Donc non, je crois que c'est surtout, il y a plusieurs éléments en fait qui expliquent pourquoi il y a un retour de l'oral. C'est vrai, vous l'avez dit Nicolas, c'est surtout porté aussi bien sûr parce qu'il y a eu le grand oral du bac. Il y a évidemment un effet d'engouement sur les concours d'éloquence. En fait, c'est revenu par le biais des concours d'éloquence. Toutes les grandes écoles aujourd'hui ont leurs concours d'éloquence. Certains sont extrêmement prestigieux. Et à l'origine de ces concours d'éloquence, il y a les concours d'éloquence des avocats, en particulier dans les différentes écoles, des différents barreaux. Donc il y a cet environnement-là. Il y a bien sûr aussi un effet de mode parce que il y a des succès de cinéma. Je pense évidemment au Brio, hein, le film d'Attal avec Camilla Jordana. Il y a eu des émissions avec Ruquier, Grand Oral. Voilà, il y a quand même un environnement favorable. Il y a peut-être aussi, je crois qu'il faut l'avouer, un recul
quand même des performances écrites et ça permet peut-être à l'oral de trouver son espace. On peut quand même dire que l'expression écrite se porte pas forcément très bien. Hein. Regardons ce qui se passe, ce qui se produit avec la certification Voltaire, hein, qui a évidemment beaucoup de succès parce que, en effet, on a de plus en plus de difficultés à écrire le français à peu près correctement. Donc c'est vrai qu'il y a un espace nouveau pour l'oral et ça c'est vraiment nouveau parce que au 19e siècle, c'est l'écrit qui l'a emporté dans les études. On sélectionnait les gens par l'écrit. L'oral c'était secondaire pour des tas de raisons voilà, historiques qui s'expliquent parce que en fait l'oral c'était l'affaire des jésuites et à la fin du 19e siècle il y a un retournement laïque et on fait exactement le contraire de ce que faisaient les jésuites. Comme les jésuites préparaient à leur oratoire de manière effectivement extrêmement poussée, eh bien on va dire puisque les jésuites font l'oral, nous ça va être l'écrit. Bon, il y a eu ce retournement à un moment donné, on a survalorisé l'écrit à tort ou à raison, peu importe, et c'est vrai qu'aujourd'hui eh bien on a ce retour de l'oral, ce retour en force de l'oral qui pose quand même pas mal de problèmes parce que l'enseignement secondaire l'a très longtemps négligé, cet oral. On a très longtemps, effectivement, mis en avant précisément les performances écrites dans un cadre très académique. Enfin, j'en sais quelque chose. Et c'est vrai que l'oral, c'était secondaire. C'était quand on était admissible, on pouvait passer l'oral ensuite. Et puis, voilà. Mais c'était quelque chose qui venait après et qui était un petit peu minimisé. Moi, j'ai des souvenirs quand j'étais étudiant, que je passais les concours. Finalement, on préparait un peu l'oral pendant l'année, mais surtout à toute vitesse, entre l'écrit et l'oral, justement. C'était quelque chose qui était assez furtif et assez hâtif. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Il y a on balaye complètement la chose. Je pense que dans les effets de mode, il y a aussi une sorte de glissement vers une modélisation à l'anglo-saxonne. Aux États-Unis, l'oral est extrêmement important. Il n'y a pas d'écrit de sélection. Il y a un dossier avec des motivations, avec des travaux. Enfin, il y a un dossier qui est assez lourd et qui est monté, qui conduit à l'admissibilité. Et ensuite, le candidat se présente devant des jurys et il va échanger avec eux. Donc oralement. Donc il y a toute une sorte si vous voulez, de facteurs qui convergent pour faire de l'oral quelque chose d'essentiel aujourd'hui. C'est pas une mauvaise chose parce que après tout, c'est la meilleure façon de se préparer à entrer dans la vie active. J'ai même envie de dire dans la vie tout court parce que on ne cesse justement de prendre la parole en public, d'interagir avec d'autres et c'est quand même une bonne nouvelle que les études s'en préoccupent. Et ce que vous venez de dire me renvoie un peu à mon parcours, et je pense au parcours de bien d'autres personnes qui nous écoutent ce soir. Euh, lors de mon intégration dans mon école doctorale, ce n'était pas un écrit, mais c'était un oral pour intégrer l'école doctorale, pour pouvoir avoir une bourse de thèse. Et également, la thèse, même s'il y a le manuscrit qui est lu, la thèse n'est validée qu'après l'oral, qui est la grande préparation également. Donc, je me rends compte effectivement et je rejoins ce que vous dites, c'est que l'oral, au second plan, tend à redevenir au premier plan également. Mais alors, à cela, et dans la prise de parole, on peut entendre souvent dire les gens ou des étudiants ou même des personnes adultes. Alors, je suis timide, j'ose pas m'exprimer en public ou lorsqu'ils sont en groupe, vas-y, toi, tu sais mieux parler que moi à l'oral. Il semblerait donc qu'exprimer des idées ou articuler des arguments les uns avec les autres pour en faire jaillir une certaine logique ou un argumentaire soit de véritables exercices. Et on peut entendre parler de glossophobie. Ça, hein. On parle de glossophobie et Mmh. c'est même assez précisément renseigné. On peut estimer à 4 personnes sur 10 celles qui sont atteintes de cette glossophobie, de manière plus ou moins lourde. La glossophobie lourde, c'est celle qui, qui vous paralyse. Hein. Vous êtes devant un interlocuteur, puis il n'y a pas un seul mot qui sort Mmh. de votre bouche. Mais ça peut aller effectivement sur des formes moins handicapantes. Le simple fait de chercher ses mots, d'être un peu timide, ou même simplement d'être maladroit dans le choix des mots. Il y a un problème aussi d'aisance. Donc, en fait, parler comme ça, alors que la parole est supposée être naturelle, ça ne va pas de soi du tout. Et c'est pour ça qu'on parle de glossophobie. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi ça ne va pas de soi. Vous savez, il y a eu une étude aussi hein, qui a été faite aux États-Unis il y a 2 ans auprès des managers des grandes sociétés américaines et
et il leur demandait de quoi est-ce qu'ils avaient le plus peur. Alors, bien sûr, en premier lieu, c'est la mort. Bon, voilà, donc c'est d'être assassiné. Voilà. Et en deuxième lieu, c'est parler en public. C'était le deuxième facteur de peur et de terreur chez les managers qui avaient été donc interrogés. Voilà, donc il y a quand même quelque chose autour de ça, et je suis sûr que pour beaucoup d'entre nous, ça va pas de soi de parler devant des gens qu'on connaît pas. Mais ça va pas de soi non plus de s'adresser à un commerçant ou de monter son enseignement dans la rue parce que on est un petit peu perdu. Ça va même pas de soi de se dire bonjour, hein, parce que vous savez, la plupart des gens qui se disent bonjour sans penser à ce qu'ils disent, bonjour, comment ça va, et voilà. Est-ce que Nicolas, vous souhaitez vraiment un bonjour à ceux à qui vous dites bonjour tous les jours? C'est pas sûr. Moi, c'est pas le cas en tout cas. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté un peu bizarre, mécanique. Voilà, donc c'est compliqué. Et ce qui est intéressant, c'est de se demander pourquoi, au fond, c'est difficile de parler en public pour tout le monde. Parce que même ceux qui sont très à l'aise, puis il y a même ceux qui sont trop à l'aise. Ceux qui sont trop à l'aise, en fait, ils ne sont pas si à l'aise que ça. Hein, ceux qui ont la réputation d'être des baratineurs, des tchatcheurs. Hein, donc, c'est souvent pour dissimuler d'autres lacunes. La véritable, enfin, moi, je suis toujours demandé, et c'est vrai que c'est une des premières choses qu'on essaye de mettre sur la place quand on travaille avec des personnalités ou avec des étudiants. Pourquoi est-ce que vous avez peur de parler? Qu'est-ce qui vous inhibe dans la prise de parole? Qu'est-ce qui fait que ce n'est pas facile de s'adresser à des gens qu'on ne connaît pas? Je précise, évidemment, des intimes ou des familiers, ça n'a pas de sens de se poser la question. C'est tout simplement parce que paradoxalement, et ça c'est la première chose moi, que je dis aux gens avec qui je travaille sur ces questions-là, il faut comprendre ce paradoxe. Prendre la parole, c'est d'abord accepter d'être regardé. Et c'est ça qui est angoissant. Et lorsqu'on passe un examen, c'est ça qui se passe. Je vais parler, mais avant de dire quoi que ce soit, j'entre dans la salle et je suis regardé. Et être regardé sans tomber dans la philosophie donc à 2 euros, hein, donc sans faire de vulgarisation qui serait malvenue, c'est l'enfer, c'est les autres, hein, c'est Sartre. C'est-à-dire qu'être regardé, c'est toujours être jugé. Alors ça ne veut pas dire juger au sens pénal du terme, ça veut dire il y a un jugement qui est porté sur vous. Et alors c'est quoi? C'est j'aime bien sa tête, il est mal coiffé, il a un bouton sur le nez, ou tiens, il se tient pas bien. Voilà, ça peut être n'importe quoi. Mais il y a des inconnus qui vont, en vous regardant, porter un jugement de valeur vous concernant. Et ça, quoi que vous fassiez, eh bien, c'est ce qui va se passer. On ne peut pas y échapper. Et ça, c'est une idée qui est très difficile à accepter. Si vous voulez, il n'y a pas d'échappatoire possible. Hein. Il y a pas de, voilà, on ne peut rien faire contre ça. Il faut vraiment l'accepter. Il faut vivre l'idée que prendre la parole, c'est d'abord accepter d'être regardé par des gens qui ne nous sont rien. Et la question, effectivement, de l'apparence, c'est une question qui est fondamentale chez nous. Donc voilà. Donc ça, c'est quand même, à mon avis, ça qui terrorise tout d'abord ceux qui prennent la parole. Alors qu'en plus, ceux qui vous jugent vont vous juger une deuxième fois parce que c'est un jury. Parce que là, si vous voulez, il y a une sorte de jugement à double détente. Hein. Il y a le premier jugement de valeur. Vous entendez moi, j'étais dans des jurys très, très prestigieux, naguère, le jury l'ENM, l'ENA, etc. Je vous assure qu'il y a des candidats, ils rentrent dans la salle, vous les regardez et vous avez tout de suite une impression. Elle n'est pas forcément très sympathique. Et après, vous avez une deuxième impression quand ils vont parler, puis une troisième impression que vous allez écouter ce qu'ils vont dire. Et le candidat, il le sait, ça, que voilà, la manière dont il va se présenter, va forcément. Alors, bien sûr, on est des professionnels, on va pas c'est pas parce qu'on a une tête à claque devant soi qu'on va lui mettre des claques, hein, on est d'accord. Mais c'est vrai qu'il y a cette appréhension. Voilà, comment est-ce que je suis vu? Et je vous dis, on est à l'ère du look, donc c'est vrai, à l'ère de l'image, hein, à l'ère des selfies. Nos étudiants, ils passent leur vie à se mettre en scène sur les réseaux sociaux, à faire des selfies, donc à être sensibles à leur image. Donc vous imaginez à quel point effectivement la prise de parole pour eux peut être difficile. Enfin, moi, je pense que c'est le point de départ, si vous voulez, de la réflexion sur les inhibitions qui sont liées à la prise de parole. Et il faut les dépasser. Et ça, c'est un travail sur soi, c'est un travail presque de méditation, de sagesse. Et donc, si je résume, si je tente de résumer, on peut donc considérer que une prise d'oral ou l'exercice de l'oral est plus ou moins, l'historique de l'étudiant ou de la personne et de sa capacité aussi à accepter d'être vu avant d'être entendu, c'est quand même sortir de sa zone de confort. Forcément. Hein, mais par exemple, Nicolas, ce matin, vous n'êtes pas sorti dans la rue tel que vous êtes levé en sautant du lit. Bien sûr que non. Moi non plus. Personne ici ne fait ça.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous passez par la case miroir. Parfois, certains le font 2, 3 fois dans la journée. On voit même des gens dans la rue, ils regardent à travers les vitrines, ils regardent pas ce qu'il y a dans la vitrine, ils regardent le reflet dans la vitrine pour voir si c'est bon. Avant de sortir dans la rue, on contrôle l'image. Alors, on peut en être satisfait, pas satisfait, mais on veut savoir à quoi on ressemble. Et sans tomber forcément dans un narcissisme coupable, mais on est vraiment complètement dans l'ère de l'image. Quelle image est-ce que je donne de moi? Il y a une espèce d'inquiétude qui est pas forcément consciente, mais voilà, pas forcément assumée non plus, mais qui est là pour tout le monde. Encore une fois, moi, je ne connais personne qui sort donc dans la rue tel qu'il est sorti du lit, ou quelqu'un qui sort dans la rue tel qu'il est sorti de sa douche. Vous voyez, je n'y crois pas du tout. Donc ça veut bien dire qu'il y a, sinon, si on était décontracté là-dessus, on sort du lit, paf, paf, on y va et c'est pas grave. Mais on fait toujours très attention. Et même ceux qui ont l'air d'être négligés, ils ont fait attention. Par exemple, vous n'êtes pas rasé, Nicolas, mais vous avez fait exprès de ne pas vous raser. Donc vous avez votre image d'un Nicolas pas rasé, parce que voilà, ça fait partie de l'image que vous voulez donner de vous. Moi, je me suis rasé au contraire, parce que voilà. Mais c'est ça le truc. Et on le fait sans forcément entrer dans des machiavélismes, vous voyez, dans des stratégies. C'est parce que vous pensez que c'est mieux, ça va avec le fait de ne pas avoir de cravate, d'être, voilà, c'est 18 heures, on parle entre nous, on est cool, et voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc, bon, je crois qu'il ne faut pas se cacher la vérité, hein, tout commence comme ça. Et après, on peut tout dérouler. Mais ça va très vite. Une fois qu'on l'a accepté, ça va très vite. Et donc, si nous déroulons justement, on peut entendre ou on peut parler de verbal, paraverbal, non-verbal, ou des 3V. Hein, j'ai souvenir que c'est un terme que vous avez déjà employé. Le visuel, c'est ce que nous venons de dire. Ensuite, le vocal et le verbal. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Alors, en fait, là, on est dans la partie effectivement renseignée de la chose. Il y a donc un docteur savant donc californien qui s'appelle Albert Mehrabian, qui a travaillé sur cette question, et on a évalué dans une communication l'impact des différents éléments de cette communication. Et donc, comme vous le rappeliez, il y a effectivement ce qu'on appelle la théorie des 3 V, hein. Mais vous voyez, ça bouleverse vraiment les choses, hein. Les 3 V, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, il y a 3 éléments dans une communication. Il y a l'élément visuel, donc voilà, le look, l'apparence, le visuel. Il y a le vocal, c'est-à-dire effectivement l'impression que votre voix va donner. Alors là, encore une fois, c'est pas ce que vous dites, c'est vraiment c'est le timbre, c'est le rythme, c'est les inflexions de voix, c'est voilà, c'est les intentions qui sont perceptibles dans la voix. Et puis il y a simplement à la fin le verbal. Et le verbal, c'est ce que vous dites. Eh bien, ce qui est terrible, c'est quand même de ramener en termes d'impact à des pourcentages qui sont, mais là aussi, c'est un fait. 55% de l'efficacité d'une communication passe par le visuel. Le visuel, c'est 55% de la com. D'accord? Le vocal, c'est 40%, et le verbal, ce que vous dites, c'est 5%. C'est-à-dire peanuts. Et finalement, alors je veux dire, c'est pas vrai. Attention, il est bien évident que, par exemple, dans des oraux de connaissances, où là, évidemment, le jury est là pour évaluer les connaissances du candidat, il va se concentrer sur le verbal. Et là, le verbal va jouer un rôle plus important. Mais comme vous savez que, ce faisant, le visuel joue aussi un rôle important, vous pouvez, de manière stratégique, jouer avec ça. C'est-à-dire que si votre verbal est un peu faible, vous pouvez le compenser par le visuel. En revanche, si votre visuel, vous n'en êtes pas sûr, vous avez un visuel beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus neutre, de manière à mettre en valeur le verbal. Enfin voilà. Bon. Mais c'est vrai que dans une communication, on va dire, ordinaire, ou dans une prise de parole, un discours devant un auditoire, c'est 55% de l'impact est visuel. Et le visuel, c'est pas que le look, hein. On va en parler aussi, c'est aussi le déplacement, c'est beaucoup de choses. Mais ça, on va en parler juste après, justement. Mais si vous voulez, le visuel, c'est pas simplement la bonne tête, hein. C'est pas ça qu'il faut pas caricaturer. Le visuel et le vocal, c'est des choses qui sont assez compliquées, et ce sont des choses sur lesquelles justement on ne travaille jamais assez. Et l'école nous a fait travailler uniquement sur le verbal, ce qui est logique, hein, on est bien d'accord, hein, sur effectivement le contenu. Et c'est ça la grande innovation du grand oral du bac, c'est que pour la première fois, après on peut critiquer ou pas, c'est un autre sujet, mais pour la première fois, effectivement, on mobilise nos étudiants, enfin les lycéens, sur cette idée que finalement, ils vont devoir prendre la parole dans leur existence professionnelle, et il faut qu'ils se rendent compte que ce qu'ils disent n'est pas l'essentiel. L'essentiel, dans l'efficacité de la transmission verbale, c'est effectivement la manière dont, l'image qu'ils vont envoyer, et effectivement la façon dont ils vont utiliser leur voix. Voilà.
Ça rend modeste, hein, évidemment. Oui, 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 mais ça renvoie au fait quand même, et vous l'avez souligné à juste à propos pour rassurer aussi nos étudiants qui vont potentiellement faire des oraux d'analyse d'articles ou de situations, je ne vais pas dire conflictuelles, mais un petit peu critiques, où là, tout de même, la part de la théorie, de leur praticité, de l'analyse et de la compréhension du document qu'il leur est fourni a un pourcentage un peu plus important que 5%, mais s'ils sont en défaut, ils ne doivent surtout pas oublier, j'ai envie de dire, le vocal et le visuel pour le coup, qui pourra venir tamponner et compenser, je veux dire, une certaine inflexion de leur part sur cette partie-là. Donc, on peut conclure sur cette partie avec ces 3 V, puisque c'est une théorie. On parle donc de technicité, hein, il y a une véritable technicité de l'oral, et que ces techniques, alors selon moi, conflueraient presque sur un art, hein, l'art oratoire. Et concernant la sortie de la zone de confort, eh bien, s'il y avait quelques conseils à donner à nos étudiants ce soir, comment pourraient-ils s'entraîner ou se préparer, se projeter, hein, pour le jour J face à son jury? Et bien évidemment, alors, moi, je pense à la visualisation positive, hein, que les anciens appellent la méthode Coué. Vous en avez parlé aussi, hein, ce côté un peu projection. Mais quels autres conseils on pourrait leur donner ce soir sur Mais cette préparation? d'abord, vous avez dit quelque chose qui me paraît vraiment très important. Là aussi, il faut quand même dédramatiser. Enfin, je dis ça parce que je fais plein d'interviews maintenant dans la presse sur le bac, leur grand oral du bac. Donc, je répète toujours la même chose. Je suis désolé s'il y a des gens qui sont déjà tombés sur ce genre de choses que j'ai pu répéter partout. Mais vous avez dit c'est une technique. Et souvent, on prend ça comme étant finalement un défaut. Donc, c'est technique, ou secondaire. C'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'une technique, c'est techné en grec, ça veut dire savoir-faire. C'est quelque chose qui s'apprend. Une technique, ça s'apprend. Et donc, si les qualités oratoires, si l'éloquence, c'est de la technique, eh bien, c'est une bonne nouvelle pour tous les étudiants. Ça veut dire qu'ils vont pouvoir apprendre à être éloquents. Parce que si c'était un don, bah, ça serait raté. Ça ne pourrait pas marcher. Voilà. Donc, c'est quand même la première chose que je veux dire, c'est que ça s'apprend, ça se pratique. C'est pas très difficile. Il y a quelques éléments, je pense qu'on va avoir le temps de les voir les uns après les autres, parce que c'est vrai que ça mobilise la gestuelle, ça mobilise pas mal de choses différentes. Il y a des effets de stratégie aussi, il y a des petits trucs, il y a des tips and tricks, hein, évidemment, Mmh. pour essayer d'amener les gens à vous suivre. Mais tout ça, c'est des choses qui se pratiquent. Et la seule façon de progresser, c'est de s'entraîner. C'est ça qui est utile dans les concours d'éloquence. C'est pour ça que j'en organise. Là, j'en organise un pour une grande école de commerce la semaine prochaine. Donc, qui organise son grand événement autour de ça. C'est Cage Business School, donc dans le sud de la France. Et je trouve que c'est bien parce que ça fait prendre conscience de la possibilité qu'on peut progresser en s'entraînant. Et ces grands concours d'éloquence sont des moments d'entraînement collectif. Donc, il faut s'entraîner. Et la meilleure façon de s'entraîner, effectivement, bah alors, si vous êtes dans un concours, c'est en effet de faire des simulations avec des amis. Et si vous n'avez pas d'amis, parce que ça peut arriver, eh ben, vous avez votre smartphone, c'est votre meilleur ami, et vous vous enregistrez et après vous regardez. De toute façon, en général, quand on fait travailler les gens, que ce soit quand on fait du média training, quand c'est une personnalité ou quand on fait travailler les étudiants ensemble pour les soft skills, euh, on enregistre toujours les choses. Parce que quand quelqu'un s'est vu, ben, je vous assure qu'il corrige très vite les imperfections. Le fait de se voir, ça fait peur. Et plutôt que de se projeter mentalement, c'est très, très compliqué. En Mmh. revanche, vous avez par exemple des parasites gestuels, vous pincez la joue, vous mangez les doigts, etc. Vous le voyez tout de suite. Et là, vous dites, c'est pas possible. Et puis surtout, vous voyez l'effet désastreux que ça peut produire. Voilà. Enfin, désastreux, négatif, quoi, en tout cas. Mmh. Donc évidemment, la première des grands conseils, c'est de se dire, on peut progresser à condition de s'entraîner. Voilà. D'accord. Donc voilà, le premier conseil, c'est C'est très bateau, hein, mais bon. on s'entraîne, on a la génération effectivement des smartphones qui ont une caméra intégrée, on se filme, on visionne le rendu et on prend vite connaissance, eh bien, des tics à la fois de parole, mais des tics gestuels qui viennent, j'ai envie de dire, parasiter cette fois-ci le verbal. Alors, tout à l'heure, il y a quelques minutes plutôt, vous avez abordé un élément qui m'intéresse au plus haut point, et je vais revenir sur celui-ci, c'est le fait que le postulant est jugé. Il est jugé sur de nombreux points, nous sommes d'accord. Et
je pense en premier lieu sur la première, j'ai envie de dire détente, puisque je dis que c'était un phénomène à double détente. Alors sur la première détente, je pense au respect ce qu'on appelle le décorum. Alors le décorum, c'est les règles de bienséance, et je parle bien évidemment, dans un premier temps, de la tenue vestimentaire, mais également lorsque nous sommes étudiants et qu'on attend devant la porte de la salle où se trouve le jury, eh bien d'attendre d'être potentiellement invité à pénétrer à l'intérieur de la salle par un des membres du jury, à s'asseoir également si une chaise est mise à disposition. Donc, tout ceci, à mon sens, renvoie à ce que vous avez dit. Et le premier élément, puisqu'on va être vu avant d'être écouté, c'est le look. Et avant de vous laisser la parole, j'avais trouvé une citation de Voltaire qui va faire écho à la fois à ce que nous disons ce soir et, j'ai envie de dire, au cadre plus généraliste dans lequel nous nous trouvons, qui est les études de santé. Voltaire disait, j'ai décidé de sourire, hein, c'est meilleur pour la santé. Et donc, effectivement, dans le look, je pense qu'il y a également le look intrinsèque de la personne, qui est l'attitude qu'elle va avoir lorsqu'elle va se présenter en face du jury. Oui, il y a le facial, mais absolument. Mais le look, d'abord, effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est quand même le vêtement. Quel vêtement vous allez porter. Et il y a deux, trois choses importantes là-dessus. Parce que quand on passe un oral souvent solennel, on a tendance à se dire, c'est très important, donc je vais m'acheter mon petit costume, je vais m'acheter ma petite tenue spécialement pour cet événement-là. On va fêter l'événement par une tenue qui va bien. C'est une très mauvaise idée. Parce que quand on inaugure une tenue pour un oral, ça se voit. Et on est dans, vous savez, quand quelqu'un n'a pas mis un costume ou n'a pas mis, voilà, il ne se sent pas aussi à l'aise. Et alors, pourquoi c'est ennuyeux? C'est ennuyeux parce que le jury va voir que vous êtes costumé. Donc, vous portez un costume, donc vous n'êtes pas naturel. Donc, il faut vraiment choisir avec soin le vêtement qu'on va porter. Alors, il y a des concours où il y a des dress codes. Je ne sais pas, c'est vous le spécialiste de passe. Est-ce qu'il y a un dress code pour les concours de médecine? Les concours de commerce, école de commerce, que moi je connais bien, il y a un dress code qui est très, très précis. Il y a un dress code à l'ENA qui va jusqu'au nœud de cravate. Il faut que ce soit un double Windsor. Bon, ça va être des choses comme ça. Hein. Ça peut être très, très, très tendu, le dress code. La plupart du temps, au bac, évidemment, ce n'est pas le cas. C'est un dress code. Alors, moi, je vais vous laisser la parole tout de suite sur le dress code. Bon, des études de médecine, je pense que c'est pas déjà la blouse blanche, hein, j'imagine. Mais c'est vrai que le dress code, ça peut aussi passer par les couleurs. Il faut quand même savoir qu'il y a deux types de couleurs. Il y a les couleurs adductrices et les couleurs abductrices. Les couleurs adductrices, c'est les couleurs qui vous font regarder. Ad, ça veut dire vert en latin. Donc le regard va vers vous. Et ce sont des couleurs, par exemple un rouge qui claque. Voilà, ce sont des couleurs qui sont voyantes. On va dire ça comme intuitivement on dit voyantes. Et puis il y a des couleurs qui sont beaucoup plus neutres, le gris, le bleu marine, le blanc, etc., qui sont des couleurs qui repoussent plutôt. Genre, je les porte, mais c'est pour pas qu'on me remarque. Et par exemple, dans une assistance, moi je vois souvent dans des amphis d'étudiants, les étudiants qui portent des couleurs très voyantes qui les rendent visibles. Et donc ça veut dire que consciemment ou non, ou plus ou moins préconsciemment, ils ont décidé le matin de se rendre visible pour la journée. Donc voilà. Donc la question est de savoir quand vous avez un examen, jusqu'à quel point vous voulez vous faire voir. Je crois que c'est déjà ça. Et puis surtout, effectivement, avoir des vêtements qui vous vont bien, dans lesquels vous êtes à l'aise. Par exemple, moi, encore une fois, je faisais beaucoup d'euros. Il m'est arrivé parfois d'avoir des étudiantes dont je m'apercevais qu'elles portaient des talons pour la première fois pour l'oral, parce que effectivement, c'était pas si facile que ça de porter des talons. Donc voilà, ça c'est la première chose. Alors, après, il y a la coiffure, et puis vous évoquiez le sourire. Mais même chose, le visage, il peut être voilà, plus ou moins ouvert. On peut décider de se cacher derrière ses cheveux, on peut décider de se raser ou pas de se raser. Enfin, voilà, donc, vous voyez, le visage, il se maquille de différentes façons. Donc, est-ce que votre visage, vous voulez le laisser voir? Est-ce que vos yeux, vous voulez attirer l'attention sur vos yeux? Voilà, après, moi, ce que je dis tout le temps, parce que c'est vrai aussi, encore une fois, j'ai plusieurs fois expliqué que j'accompagnais des personnalités dans leur communication aussi. Ça va, je veux dire, d'une personnalité publique jusqu'à un étudiant, c'est la même règle. Tout est bon pourvu que ce soit assumé. C'est-à-dire que, là, encore une fois, il y a des gens qui vous disent, mais j'ai des tatouages apparents, est-ce que c'est grave? Vous voyez, on parle du look. J'ai des piercings, est-ce que c'est grave? Non, rien n'est grave, mais vraiment rien. Si c'est vous et si vous assumez l'image que vous allez donner de vous, il n'y a aucun problème. Là où c'est dramatique, c'est lorsqu'effectivement, vous allez rendre une image que vous n'avez pas contrôlée, sur laquelle vous n'allez pas pouvoir réagir si par hasard on va vous chercher dessus. Vous voyez?
parce que voilà, ça peut arriver. Hein. Évidemment, j'ai eu ces questions avec pas très longtemps avec une étudiante qui avait un piercing sur la langue. Bon. Donc, qui posait la question, un piercing sur la langue, contrairement à ce qu'on peut penser naïvement, ça se voit, parce qu'on se doute bien que c'est pas de la bave au bout de la... Donc voilà. Donc c'est encore une fois, tout est possible. Avoir des tatouages voilà, qui montent. Alors c'est vrai que des tatouages faciaux, si vous avez toute la face qui est tatouée, ça va être compliqué quand même. Hein. Ça peut s'assumer. Oui, Ça dépend des concours. Je suis pas sûr qu'on entre à l'École nationale de magistrature avec le visage tatoué. Vous voyez, là j'ai un doute quand même. Mais voilà, bon, encore une fois, la question de la coiffure, la question du maquillage, tout ça, ça va dépendre. Pour les jeunes femmes, ou pas jeunes d'ailleurs, les cheveux, c'est quelque chose qui joue un rôle vraiment important dans l'image. Alors, qu'est-ce que vous faites de vos cheveux? Est-ce que vous les tirez? Est-ce que vous les lâchez? Est-ce que vous les contrôlez? Est-ce que vous les tressez? Ça dépend vraiment de l'image que vous voulez donner de vous-même. Si vous voulez qu'on voit votre visage, bah, vous les tirez de façon à ce que ce soit votre visage, l'arrondi de votre visage, et donc vos yeux, et voilà, et que voilà, à ce moment-là, vous allez sourire et votre sourire va illuminer le visage. Sourire, enfin, il ne faut pas non plus tomber dans le ravissement un peu bizarre. Donc voilà, c'est contrôler tous les éléments donc, qui font signe dans une apparence. Hein. Ça s'appelle la sémiologie du vêtement ou la sémiologie de la coiffure. Voilà, c'est des choses voilà, qu'on connaît bien, mais c'est vrai qu'on y pense rarement. Et encore une fois, je le répète, quel que soit. Alors bien sûr, je pense qu'à un concours, quel qu'il soit, arriver dans une tenue qui est exagérément négligée, c'est quelque chose qui est rédhibitoire. Juste une toute petite anecdote, quand Sartre a passé l'oral de l'agrégation de philosophie, il est descendu, puisque en fait l'oral se passait dans la bibliothèque de l'ENS, donc il est descendu de sa chambre directement, il avait mangé une tartine de beurre, il y avait du beurre plein son gilet, il est arrivé en chaussons, et le jury, donc je vous rappelle quand même au début du XXe siècle, hein, c'est pas, voilà, le jury, même aujourd'hui ça passerait pas, le jury lui a dit, monsieur, on vous écoute même pas, vous revenez l'année prochaine, et ils l'ont viré, parce qu'effectivement, là, il y avait une agression, il avait délibérément choisi un gros gilet avec du beurre répandu partout et des charentaises pour venir donc faire sa grande leçon d'agrégation en philosophie. Donc voilà, non mais bon, ça ce sont des détails, des anecdotes, mais il faut y penser parce que ça rassure hein, de se dire que on peut maîtriser les choses et encore une fois, ça n'est pas futile. Et par exemple, toujours penser à la manière dont on va être habillé la veille. oui. Pas s'en préoccuper juste une heure avant de prendre les transports en commun pour se rendre au C'est un des conseils que je donne à mes étudiants, c'est de préparer sa tenue la veille au soir pour que justement, le jour J, il n'y ait pas ce stress futile de comment je m'habille, ce n'est pas repassé ou autre. Et je reviens sur le look qu'on pourrait conseiller à nos étudiants de médecine. La réforme de 2020, elle a été initiée et avait une certaine volonté, c'était de sélectionner également les étudiants qui avaient une bienveillance pour et bien autrui et donc pour ses futurs éventuels patients. Donc, je renvoie les étudiants à une question. Quelle tenue vous semblerait-elle appropriée lorsqu'un jeune externe ou interne viendrait dans votre salle où vous êtes hospitalisé et vous direz, lui, je lui fais confiance et ce qu'il va me dire, je vais l'intégrer positivement. En fait, il faut que la tenue soit associée au discours et en tout cas va être véhicule du discours qui va être associé dans sa perception, dans son acceptation. Et pour ceux qui nous écoutent et qui auraient déjà eu des cours de santé publique ou d'initiation aux médicaments ou autres, on parle de l'observance d'un traitement. Eh bien, l'observance et l'acceptation du discours qui va être dit lors de l'oral va être en partie associé aussi à la tenue. Donc, non, pas besoin d'acheter un costume, ça nous sommes bien d'accord, parce que si c'est la première fois, on va pas être à l'aise à l'intérieur et le jury le percevra. Et au-delà de ça, vos gestes seront pas forcément en phase. Mais il me semble que un jean, un chino ou autre fera largement l'affaire. Une petite chemise, chemisette ou polo ou tout autre également. Alors, vous disiez, Eric, être à l'aise. Je mettrai un bémol sur être à l'aise en jogging. Mais là, je pense que ça renvoie au gros gilet aussi de Sartre. Voilà, tout simplement. Et donc, on vient de voir le look.
Et maintenant, ce qui est associé au look, c'est lorsque je vais me déplacer à ma place, soit au pupitre, soit à ma chaise, et lorsque je vais parler, eh ben, c'est tout ce qui est gestion de l'espace, posture et gestuelle. Oui, parce qu'en fait, il y a une chose, alors ça va dépendre de. Là, là on va vite, hein, on trace à grands traits des choses qu'on déroule normalement dans des formations sur plusieurs heures, mais avec des cas pratiques. Mais il y a un problème quand même, hein. Il faut toujours réfléchir à la situation. Vous arrivez dans un endroit où vous êtes, sinon un intrus, du moins un étranger. Le jury, il est là, on va prendre l'exemple évidemment d'un concours. Le jury, il est installé, ça fait, voilà, il est là par vacation, c'est une mi-journée en général ou une journée continue. Il est installé derrière son bureau, ils sont un, plusieurs, et il est chez lui. Et vous, vous arrivez, vous n'êtes pas chez vous. Vous entrez dans un espace qui n'est pas le vôtre. Et donc, c'est pour ça que aussi on se sent pas très bien lorsqu'on qu'on vient à un oral, c'est que on est en fait, voilà, on se sent un peu étranger et donc et un peu exclu. Enfin, on est dans un espace auquel on n'est pas familier. Et donc, la première chose à faire, c'est d'arriver à avoir une capacité à s'approprier cet espace, à faire en sorte que cet espace est le vôtre, devient le vôtre. Et à partir du moment où l'espace va devenir le vôtre, vous allez gagner en confiance et la prise de parole va être plus facile, la voix va être plus ferme. Mais tant que vous serez en fait un invité, alors, c'est encore plus spectaculaire quand vous faites un discours, hein, donc devant un auditoire important, 800 personnes, vous faites une conférence TED ou que sais-je. Là, vous arrivez dans une salle, effectivement, les gens sont dans des fauteuils, ils sont bien installés, et vous êtes, voilà, vous êtes un invité. C'est pareil à un concours. La différence, c'est que l'espace, là, on parle de l'espace. Alors, bien sûr, il y a l'espace que vous avez traversé. Bon, il ne s'agit pas de sautiller jusqu'à la chaise ou jusqu'au bureau, parce qu'en général, les oraux se pratiquent assis, en fait, hein, la plupart du temps. Maintenant, on demande parfois à les faire debout. Certains étudiants demandent l'autorisation de parler debout. Là aussi, ça se discute. Hein, ça, il faut en faire quelque chose. Mais c'est vrai que la plupart du temps, vous arrivez, vous allez vous asseoir. Donc, il y a la traversée de la salle, il y a la façon dont on tire la chaise, la façon dont on s'assied et la façon ensuite dont on pose ses mains sur la table et la façon dont on regarde le jury. Donc, tout ça, ça fait partie des choses qu'il faut avoir préparées, prévues, avec des petits trucs. Je vous dis, il y en a plein parce qu'il y a vraiment il y en a des dizaines et des dizaines. Hein. Par exemple, quand on s'assied, si on a une veste, là, il faut tirer le pan de sa veste et le placer sous ses fesses parce que ça vous permet effectivement de gainer votre veste et ça vous donne tout de suite une verticalité qui va être extrêmement importante pour justement ce que vous allez donner comme intention visuelle par rapport au jury. Mais je voudrais juste, parce que encore une fois, je dis, pourrait passer des heures parce qu'il y a vraiment énormément de choses. Les petits trucs à dire, il y en a beaucoup. Je vais donner juste un petit truc là-dessus, puisqu'on parle de cette appropriation de l'espace et de la gestuelle, de manière à ne pas passer trop de temps. Souvent, les étudiants disent, mais d'accord, s'approprier l'espace, moi je veux bien, mais tu vois, mon espace, c'est un bureau. C'est pas terrible, hein. S'approprier l'espace quand vous êtes Freddie Mercury, effectivement, à Wembley, c'est autre chose. Mais s'approprier l'espace quand on a juste un bureau, c'est plus compliqué. Comment est-ce qu'on fait? Moi, je dis toujours aux étudiants, c'est très facile. Vous allez arriver, vous allez vous asseoir. Et avant même donc de regarder le jury, on va voir que le regard est important tout à l'heure, vous allez commencer à vous approprier l'espace en le nettoyant. Alors, il ne s'agit pas de nettoyer la table, hein, mais il s'agit effectivement, par exemple, si vous avez des notes, de les disposer devant vous. Si vous avez des lunettes, de les enlever, les placer comme ça. Vous voyez, je ne regarde pas, je ne regarde pas le jury. Je place mes lunettes, j'ai mes notes. Voilà. Et à un moment donné, une fois que j'aurai en quelque sorte distribué les différents éléments sur ma table, je vais lever ma tête et je vais regarder le jury. Et vous allez voir qu'automatiquement, le jury va déclencher à ce moment-là, en effet, l'oral. Et il va vous dire, on vous écoute, monsieur ou madame, à ce moment-là. Mais d'après vous, qui a déclenché l'oral? Ce n'est pas le jury, c'est vous, puisque vous avez levé les yeux. Donc là, vous devenez en quelque sorte le maître du jeu. Alors, ce n'est pas non plus, évidemment, ça peut mal finir ensuite, mais là, vous avez pris un ascendant sur le jury. Et à chaque fois, effectivement, que vous commencez par vous installer, vous mettez vos notes, si vous avez votre montre, parce que l'épreuve doit être minutée, ça dépend des épreuves. Hein. Chaque épreuve a ses propres accessoires. Et si vous n'avez pas d'accessoires, c'est vos lunettes, c'est vos mains. Et puis voilà, vous posez bien et vous levez les yeux, vous regardez et vous regardez le jury. Et à ce moment-là, le jury va déclencher l'oral. Et là, vous êtes approprié. C'est rien du tout.
c'est 3 fois rien, mais psychologiquement, vous avez l'ascendant sur le jury. Après, vous allez pouvoir le perdre, hein, il y a mille façons de le perdre. Mais c'est vrai que là, c'est ça prouver l'espace. Après, il y a la gestuelle, vous voyez, bon, les mains, ça, il y a plein de choses à dire. Il y a des gestes parasites, il faut contrôler ses mains, il faut contrôler effectivement sa posture, pas être avachi, enfin, plein de choses. Hein. Encore, il ne s'agit pas de vous encombrer au cours de ces quelques minutes d'initiation, hein, de mille petites choses. Mais voilà, il faut être bien conscient qu'il y a en effet une posture à avoir, qu'il y a un espace à conquérir et il y a à s'installer effectivement dans un espace particulier, mais que là, encore une fois, c'est des choses qui s'apprennent. Hein, c'est assez simple. Vous voyez, par exemple, là, je rythme ce que je dis avec ma main droite. Donc, voilà, ce qui permet effectivement, non pas forcément d'écouter ce que je raconte, mais de regarder le rythme. Et vous voyez, c'est le visuel qui compte. C'est pas tellement ce que je raconte. Vous voyez, je pourrais raconter, vous réciter donc l'alphabet en tournant avec ma main comme ça. J'exagère bien sûr, mais bon, les mains, voilà, le buste, et puis effectivement l'intention et le regard, bien sûr, puisque c'est ce qu'on va voir maintenant, je pense. C'est-à-dire que l'essentiel, évidemment, c'est de regarder les gens à qui vous vous adressez. Oui, c'est donc la connexion avec son auditoire, avec le jury, et vous l'avez dit, le premier élément de connexion, la connexion, c'est le regard. Un regard, je ne veux pas dire perçant, qui ne se veut pas agressif, loin s'en faut, mais on n'observe pas, on regarde. Là aussi, la notion est subtile, mais elle est différente. Et lorsqu'on va commencer, au tout début, il va y avoir un autre élément qui, s'il n'est pas préparé, peut être délicat et même surprenant, ça va être de placer sa voix. Placer sa voix pour qu'elle soit perçue avec une certaine intention. Hein. Donc, la connexion, vous êtes d'accord avec moi, Eric, c'est à la fois la connexion visuelle, le regard, mais ça va être aussi la perception de la voix, son timbre, son ton, et l'attention qui va être donnée par le positionnement, comme vous avez dit, avachi, je suis avachi, ou je suis au contraire légèrement penché vers l'avant, les avant-bras sur le coin de la table pour aller vers mon auditoire parce que je vais échanger avec eux et je suis dans un esprit ouvert d'échange. Oui, oui, c'est bien sûr. Alors, ça commence quand même d'abord par le regard. Dans l'ordre des choses, vous Mmh. commencez par regarder les gens. Et après, effectivement, vous leur parlez. Et c'est vrai que maîtriser, en effet, le timbre de sa voix, maîtriser effectivement la gravité d'une voix, donc il y a les graves, les aigus. Enfin bon. Alors, il ne s'agit pas non plus de tomber dans Ouais. dans des choses un peu trop maniaques, mais il faut apprendre à se connaître. Il faut apprendre à connaître, en effet, les capacités vocales qu'on a en particulier, parce que la voix peut être aussi une façon de laisser une signature. Il y a une façon effectivement bien particulière de jouer avec sa voix. Moi, je pense toujours, parce que c'est une démonstration extraordinaire d'éloquence, mais purement vocale. C'est Joe Starr, invité à l'Assemblée nationale, qui récite la Déclaration des droits de l'homme. C'est prodigieux, c'est vraiment exceptionnel. Ça semble évidemment une provocation, pas du tout. Et avec cette voix particulière qu'il a, ce phrasé, voilà. Il récite des articles de la Déclaration de 89. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. C'est sur YouTube, je vous conseille d'aller voir ça. C'est vraiment prodigieux. Et vraiment, c'est tout le travail donc, sur la voix, une voix qui est modulée. Et alors, la voix, ce n'est pas seulement une question de gravité ou une question de tonalité, c'est aussi une question de rythme, hein, de flux. On Mmh. peut accélérer, décélérer. À peu près, quelqu'un qui a un flux ordinaire, il est autour de. On est à 140 mots par minute à peu près. Si vous allez vite, vous pouvez aller jusqu'à 180 mots. Donc, c'est vrai que ça peut accélérer. Mais ce qui est intéressant, c'est d'accélérer, décélérer. On peut accélérer parce qu'en accélérant, on donne une indication sur une intention qui est la passion. Si je vous parle plus vite, c'est parce que je suis passionné par ce que je dis. Et là, évidemment, là, je vais m'emporter. Et puis, on peut aussi montrer qu'on réfléchit davantage. Et là, on va décélérer. La décélération est aussi une façon de donner. Vous voyez, on n'est toujours pas dans la signification. Mmh. On est vraiment purement dans la sensation. Et ça, c'est important. Et puis, il y a une dernière chose. Là, sur ce point, vraiment, j'y tiens beaucoup parce que c'est quelque chose qui est très malmené. Notre époque n'aime pas les silences. C'est comme à la radio, on n'aime pas les silences à la radio. Donc, c'est catastrophique. Alors, pourtant, le silence, c'est essentiel dans un oral, parce qu'effectivement, le silence, il permet de mettre en valeur certains mots. Il est déjà donc une façon d'imposer une sorte de signification et aussi une manière de reprendre un peu la main. Et vous savez très bien que selon que vous passez un silence devant tel mot ou devant tel autre mot, ça change. Je ne sais pas, si vous prenez un vers, par exemple, je ne sais pas, c'est un trou de verdure où chante une rivière accrochant follement aux herbes des rayons d'argent, ou le soleil de la montagne
montagne fière, lui, c'est un petit Val qui mousse de rayons. Là, j'étais, j'ai dit, c'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent où le soleil de la montagne fière, lui. Bon, on va s'arrêter là, hein. Mais c'est juste, j'ai exagéré dans les deux cas. Mais vous voyez que c'est pas du tout le même texte que on va proposer. Et les deux sont intéressantes, ces deux propositions. Ça va dépendre de l'effet que je veux provoquer. Si je veux provoquer un effet, on va dire plutôt bucolique ou un effet élégiaque, je vais être dans le ralenti. Si je veux au contraire être dans un mouvement plus romantique, je vais accélérer. Bon, bref, tout ça pour dire que pensez au silence, pensez à mettre des silences. Mais évidemment, un silence qui serait de l'ordre d'une demi-pause. Hein. Il ne s'agit pas de s'installer dans un silence un peu pesant. Donc, alors, là, nous venons d'aborder, j'ai envie de dire, un petit peu le discours, c'est-à-dire que là, ça y est, nous sommes dans le phrasé, dans le verbal, et vous voyez que ça fait déjà 47 minutes que nous échangeons, et pour l'instant, nous n'avons pas abordé le discours proprement dit, hein, qui est quand même le cœur atomique, j'ai envie de dire, à la fois de l'échange et de l'oral que nos étudiants auront à mener lors des épreuves de sélection en études de santé. Et ce discours, eh bien, il y a un début, il y a une fin. Et ma première question, c'est Eric, comment commencer un discours? Alors, voilà, c'est toujours la même chose. C'est pareil à l'écrit. Hein, c'est quoi la première phrase? L'incipit, c'est la phrase qui repose sur rien. Donc, il n'y a rien avant. Donc, comment est-ce qu'on fait surgir quelque chose de rien? Donc, évidemment, comment commencer? Moi, j'ai envie de vous dire, on commence toujours par le silence, justement. Ne commencez pas si vous n'avez pas l'attention de ceux qui vous écoutent. Avant de commencer, vous vous taisez. Et quelques secondes de silence, l'attention et on démarre. Ensuite, eh bien, c'est vrai qu'il faut se concentrer parce que c'est ce qu'on appelle la captatio benevolentiae en latin, c'est la captation de la bienveillance. C'est comme ça que les anciens orateurs appelaient ce moment. Est très important. Il faut effectivement bien commencer parce que ce qui est terrible avec la première impression, c'est qu'elle est souvent la bonne, malheureusement, et que ça devient très difficile après, quand on a mal commencé, de récupérer les choses. Donc, il faut être très concentré, il faut avoir bien préparé, en effet, l'accroche, hein, et la connexion, de façon à tout de suite emmener, en allant vite au fait, donc le jury, du côté de, si vous avez exposé, par exemple, alors soit une question, ou alors même si vous êtes sur un entretien, on vous demande de vous présenter, il faut avoir réfléchi à l'avance de la manière dont vous allez vous présenter vite et de manière accrocheuse, et de façon à ce qu'effectivement ces premières secondes soient déterminantes. Parce que dès qu'on a perdu le contact, ça va devenir très compliqué de le restaurer. Vous savez que dans un échange, enfin dans un discours d'abord, effectivement, on passe son temps à perdre le contact des gens avec qui on parle. Hein. Il y a très très peu d'attention de suite. 3 minutes d'attention, c'est déjà énorme. Là, on se parle depuis 45 minutes, on s'est perdu un nombre de fois absolument incroyable parce que c'est humain, c'est comme ça. L'attention, et surtout alors, en plus en visio, c'est encore plus difficile. L'attention, effectivement, elle est très très volatile. Donc en réalité, dans le discours que vous allez tenir, vous allez constamment être en situation de prendre et de déprendre. Donc attraper l'attention, la laisser partir, la rattraper, la laisser partir. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut regarder le jury en permanence. Parce qu'en le regardant, vous allez comprendre quand est-ce que vous avez plus son attention ou quand est-ce que vous avez sa désapprobation. Et là, à ce moment-là, vous allez pouvoir réagir et rétropédaler. C'est pour ça qu'il faut toujours être, on va dire, libéré de ses fiches, libéré de son texte. Jamais lire le texte, jamais. C'est éventuellement avoir des notes devant soi, ça peut aider, ça peut surtout rassurer, c'est presque un effet voilà, de rassurance, c'est presque, voilà. Mais vraiment, il faut regarder les gens parce que si on les regarde, on voit à quel moment ils baillent, à quel moment effectivement le jury se gratte le nez, il pense à autre chose parce que vous êtes en train de le perdre, ce que vous dites ne l'intéresse plus. Voilà. Donc, en sachant bien que c'est pas grave, puisque là, encore une fois, c'est Voilà. inévitable. Mais ce qui est important, c'est c'est de le perdre dans les moments qui sont pas importants et de le garder dans les moments importants. Et si vous voulez, toute on va dire, l'habileté d'un orateur, elle est là. C'est de jouer avec l'attention et l'inattention du public. Les pédagogues, les professeurs, ils le savent. Il y a des moments dans une heure de cours où vous allez raconter des choses qui sont secondaires. Vous allez passer par des digressions. Vous allez raconter une petite blagounette, un truc, voilà. Parce qu'il faut que les gens décompressent. Et après, hop, vous récupérez. En fait, l'art du discours, c'est ça. C'est un art de la prise et de la déprise. Ça, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'on vous parlait tout à l'heure de la manière finalement de s'entraîner, enfin de progresser, il faut vraiment s'entraîner parce que c'est pas facile ça. Et ça suppose une extraordinaire attention à l'autre.
Et, et sur ce point-là, alors, nous avions déjà échangé pour la réunion et l'échange de ce soir, et vous m'aviez proposé un mot qui était issu de l'anglais, mais que j'ai trouvé fort à propos, c'était le conte de fées, le storytelling, hein. Mais je pense que, et vous venez de le dire, ce que les étudiants doivent bien comprendre, c'est que ce ne sont pas les perles qui font un collier, mais c'est vraiment le fil, et qu'il n'est pas important de proposer un nombre impressionnant d'exemples dans un argumentaire, mais qu'il faut les connecter les uns avec les autres pour qu'il y ait justement, ce que je disais au début de la réunion, une certaine logique, un certain argumentaire qui soit ficelé et architecturé, et non pas juste une liste, un flot continu d'exemples qui, au final, ne sont pas plus puissants les uns que les autres. Et je pense que ça, c'est vraiment important. C'est la connexion également de ces faits, hein, de ce storytelling, pour que le message passe. Et effectivement, on pourra se permettre de perdre un petit peu son auditoire et de le récupérer par la suite. Et notamment avec, si c'est un oral d'analyse d'article, avec l'entrée sur une contre-argumentation ou sur l'analyse d'une figure, là, on saura raviver l'intérêt du jury en disant, et sur cette figure, on peut constater que, et là, d'un seul coup, le jury sera à nouveau dynamisé et réécoutera son étudiant. En tout cas, c'est ce que je pense. Alors, on a vu comment commencer, on a vu un petit peu rapidement le contenu ou la nature du contenu, en tout cas le déroulé qu'il va y avoir. Et maintenant, il faut finir son discours. Ben, c'est toujours pareil, hein, comment conclure? Et en général, on perd beaucoup de points là aussi en la conclusion, parce que conclure, souvent, c'est dans l'esprit des gens, c'est résumer ce qu'on a dit, hein. Donc, or, c'est pas ça. J'ose espérer que vous avez toutes et tous conclu dans votre vie, au sens familier du terme. On s'est compris. Quand vous allez conclure, ça veut dire que vous amenez une relation à un aboutissement heureux. C'est ça que ça signifie. Vous ne résumez pas la soirée, hein, donc vous ne résumez pas le moment que vous avez passé avec la personne avec laquelle vous allez conclure, comme dit aujourd'hui mon fils, mon jeune fils de 18 ans. Donc, quand il se dit qu'il va conclure, ça ne veut pas dire qu'il fait le résumé de la soirée à sa copine. C'est pas ça. Conclure, c'est effectivement aboutir. Il faut emmener en effet ceux à qui on s'est adressé vers un point donc d'aboutissement, quelque chose qui achève ce qu'on a dit et pas résumer ce qu'on a dit. C'est ça le problème. D'ailleurs, les conclusions d'avocat, c'est pareil, c'est un aboutissement, c'est l'aboutissement d'un raisonnement. Et évidemment, l'idéal, c'est d'avoir une formule de manière à ce que ce soit bien sûr mémorable et que la conclusion soit mémorable. Donc ça veut dire que la conclusion, en fait, on la prépare à l'avance. Là aussi, c'est des choses qui se travaillent. Quand vous avez un oral de connaissance, vous savez ce que vous risquez d'interroger sur telle ou telle partie du programme. Pensez à des effets de conclusion, hein, des effets effectivement de sortie. Comment est-ce que je sors de l'exposé que je viens de faire, en sachant bien que la conclusion, c'est la dernière impression qu'on laisse à celui qui vous écoute. Donc c'est fondamental. C'est pas la queue du lézard qui reste dans la main parce qu'on tire dessus et qu'elle ne sert à rien. Moi, je suis à peu près certain que les étudiants ils perdent 1 ou 2 points à chaque fois qu'ils négligent leur conclusion ou qu'ils concluent de manière un peu abrupte ou encore une fois en résumant. Les gens qui vous conseillent de conclure en résumant ne sont pas bien sérieux parce que effectivement, ça ne mange pas de pain de dire en conclusion, je vais résumer ce que j'ai dit. Ça veut dire que tu ressasses et puis ça veut dire que tu me prends pour un imbécile, ça veut dire que je n'ai pas compris ce que tu as dit. J'ai très bien compris ce que tu as dit. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi tu as dit ça et on va où une fois qu'on Voilà. a dit ça. C'est surtout ça, c'est on va où. Et puis voilà, une conclusion, elle doit être brève, hein. Autant l'introduction peut être assez longue, elle peut être assez, vous parliez tout à l'heure de storytelling, on peut raconter une histoire en introduction pour emmener les gens, voilà. Mais la conclusion, elle doit être brève, hein. On doit terminer par une formule et par une certaine forme de fermeté. Ce qui ne veut pas dire une absence de nuance. Souvent, les Mhm. gens disent que voilà, si c'est trop ferme, c'est fermé. Non, on peut être nuancé, mais on peut être nuancé avec fermeté. Donc voilà, moi, je pense que Et, la fin, en effet, justifie les moyens. et là-dessus, je vous rejoins totalement, et c'est également des éléments que je donne à mes étudiants lors des préparations des oraux des études de santé. C'est pour le cas où il y a une analyse d'article, alors qu'elle soit iconographique qu'il soit iconographique ou non cet article, mais après lecture, les deux éléments que j'invite à réaliser et à rédiger, c'est l'introduction et la conclusion. Parce que la conclusion va vous permettre également, et on va arriver sur le dernier point,
ça va être d'emmener aussi le jury sur la phase de questionnement et d'échange. Et si la conclusion est ouverte ou oriente et ouvre le débat proposé par l'article initial, eh bien, on va potentiellement, je ne dis pas qu'on va être le maître de cérémonie et guider le jury vers là où on veut aller, mais en tout cas, le jury peut potentiellement s'engouffrer sur une porte qui sera ouverte par une conclusion qui sera bien pensée au préalable et dont l'étudiant aura le temps de réfléchir durant son temps de préparation. Alors, on a fait le discours, on a eu un temps limité en fonction des modalités de sélection, et une fois que le discours est fait, eh bien justement, on ouvre le débat et il y a la phase d'échange. Et quelle est la première chose à faire lorsque le jury s'adresse à nous, Eric? Alors, il y a différents types de questions, en fait. Il faut déjà être capable de discerner les questions et surtout avoir une mentalité que parfois les étudiants n'ont pas parce qu'ils sont un peu stressés. Et d'ailleurs, vous avez dit vous-même, vous employez le mot débat. Dans le mot débat, il y a le verbe battre. Et donc, on a l'impression on est dans le conflit. Alors, il faut d'abord partir de l'idée que le jury, il n'est pas malveillant, il n'est pas hostile et il ne cherche pas à vous coincer, théoriquement. Normalement, ce ne sont pas des psychopathes professionnels. Ça peut arriver, hein, on peut tomber sur un grand malade, j'en ai connu, voilà, c'est possible, ou quelqu'un qui a un souci, ça peut arriver. Mais c'est vraiment pas la règle. Donc, et en général, d'ailleurs, vous savez, les oraux sont publics pour justement garantir une certaine bonne tenue du jury aussi. Et si on vous demande le droit, par exemple, d'assister à votre oral, vous avez tout à fait intérêt à dire oui, parce que c'est un gage que vous prenez. Et effectivement, les gens qui disent non, non, je préfère pas que vous assistiez à mon oral, et à mon avis, ils ont tort. Alors c'est parce qu'ils ont peur, ils n'ont pas envie voilà, qu'on se moque d'eux, mais en fait, voilà, normalement, nous sommes en République, et dans une République, tous les oraux sont accessibles à tous les citoyens, de façon à ce qu'il n'y ait absolument aucun soupçon de malversation ou de malveillance. Donc, le jury n'est pas malveillant. Donc, les questions qu'il va vous poser, eh bien, elles ont une fonction. Soit parce que dans votre exposé, il manquait quelque chose, et à ce moment-là, ils vont vous demander de préciser. Il y a quelque chose qui était imprécis, ou voilà. Soit parce qu'effectivement, ils ont trouvé ça intéressant, ils vous demandent d'approfondir. Donc, il y a une demande. Et cette demande, il faut être capable de l'entendre. Donc, c'est pour ça que je dis que la première chose, c'est en effet de bien écouter le jury et de se dire qu'il n'est pas là pour vous piéger. Il n'est pas là pour vous poser une question qui n'a absolument enfin voilà, qui est destinée à vous mettre mal à l'aise ou à vous mettre en difficulté. A priori, je vous rappelle quand même que la phase de question fait partie de l'épreuve, c'est-à-dire que votre capacité à gérer les questions va se traduire dans la notation. Quelqu'un qui gère mal ses questions, même s'il a fait un bon exposé, va avoir une note qui sera plus faible, hein. Donc là aussi, même si votre exposé, vous sentez que ça ne s'est pas bien passé, le jury va être là pour vous tendre des perches et il faut les saisir. Mais pour pouvoir les saisir, il faut les entendre. Et pour pouvoir les entendre, il faut écouter le jury. Donc ça, c'est vraiment très important. D'où ce regard avec le jury très attentif et se dire que voilà, il est aussi là pour vous, le jury. Ensuite, il faut répondre. Et là, effectivement, la réponse, de chose une, ou vous la connaissez ou vous la connaissez pas, hein. Donc voilà. Et si vous la connaissez pas, moi mon conseil c'est d'abréger les souffrances, hein. Il faut pas commencer à faire semblant de chercher ou à dire oh bon, voilà, je vais jouer la montre. Non, parce qu'en général ça se passe pas très bien. Vous avez tout intérêt à dire une fois que vous ne savez pas. Vous dites je ne sais pas. Et comme ça le jury soit vous donne un élément de réflexion supplémentaire pour vous aider, soit il lâche l'affaire, il ne va pas vous torturer pour obtenir la réponse, hein. Donc comme ça, voilà, vous avez peut-être une chance d'avoir une question sur laquelle vous serez un peu plus bavard et sur laquelle vous pourrez briller davantage. Donc voilà, je pense que le jeu des questions et des réponses, si vous voulez, c'est un jeu qui est souvent dramatisé par les étudiants, alors qu'en réalité, c'est un jeu où vous pouvez tirer votre carte du jeu, en fait, justement. C'est un moment où, en effet, vous pouvez aussi vous imposer, même si vous avez le sentiment que c'est peut-être quelque chose de moins confortable que le simple fait de dérouler évidemment l'exposé. Voilà. Alors, je vous en prie. Je Non, vous j'en en prie. prie. Alors, là-dessus, enfin, encore une fois, nous nous sommes bien trouvés et on se rejoint. L'élément auquel je souhaite, que je souhaite un petit peu mettre en lumière sur la partie de la réponse, et c'est ce que disait La Rochefoucauld, c'est que la véritable éloquence, et j'ai envie de dire même la bonne réponse, elle consiste à dire tout ce qu'il faut, mais à ne dire que ce qu'il faut. C'est-à-dire que dans l'élément de réponse, l'étudiant ne doit pas tomber dans le piège de vouloir jouer la montre, comme vous avez dit. Il faut être efficient, c'est-à-dire le minimum de prise de parole
mais une réponse directe, sans forcément tourner autour du pot, mais s'autoriser. Et là, on est dans les techniques de réponse en plusieurs étapes, hein. On permet de gagner un petit peu de temps, ce qui démontre également, lorsqu'on va être vraiment à l'écoute du jury et de ne pas vouloir répondre alors que la question n'est même pas finie d'être posée, hein. Il y a une notion aussi de politesse aussi par rapport à cela. Et on montre une volonté d'analyse, de prise de recul, et qui permettra de structurer très rapidement une réponse courte et concise, où effectivement, et il faut l'entendre, et je pense que beaucoup d'élèves du secondaire n'ont pas osé la dire suffisamment, c'est dire je ne sais pas, pour justement soit aller chercher de l'aide auprès du jury, qui vous aidera potentiellement selon sa bienveillance, ou qui passera à une autre question, puisque je le rappelle, en médecine, les oraux n'ont pas à vocation des oraux de connaissance sur ce qui s'est passé durant le semestre, mais sur une capacité d'analyse ou d'opinion sur une motivation, une analyse d'article ou de situation. Donc, sur que pensez-vous de l'enrichissement de l'uranium en Iran, on a le droit de ne pas avoir une réelle opinion, de ne pas avoir de réponse à donner si l'enseignant, le jury vient poser cette question-là. Et vous avez raison, mais j'insiste réellement, on peut oser dire je ne sais pas à l'oral, ça nous sommes bien d'accord. Et un point mais, que vous allez aborder, mais je vais illustrer rapidement par un élément télévisuel qui m'avait marqué quand j'étais jeune. Alors, je pense que pour les plus jeunes, ça ne parlera pas du tout, mais pour les parents qui nous écoutent, sans doute, je me souviens de Georges Marchais qui avait répondu à Duhamel lorsqu'il lui avait posé une question. Il dit c'est peut-être pas votre question, mais c'est ma réponse. Alors, c'était un très bel effet, mais est-ce que, alors je pense qu'on a déjà la réponse, est-ce que, Eric, on peut envisager de répondre comme cela lors d'un oral de sélection? Alors, non, bien sûr, parce que là, puis Georges Marchais, il avait une personnalité telle que finalement, c'était ce genre de réponse qu'on attendait de lui, justement. On attendait qu'il fasse le show sur le plateau. Mais ce que je veux dire, pour rebondir sur ce que vous dites et sur ce que vous proposez, il peut arriver, y compris dans des oraux un peu plus spécialisés, comme celui auquel vous préparez vos étudiants, qu'un membre du jury ait envie d'aller gratouiller la culture générale du candidat. Ça peut arriver. Alors, en général, je rencontrais là aussi quelque chose là-dessus. En général, c'est plutôt bon signe. Parce que ça veut dire qu'il n'a pas d'autres questions vraiment à poser, il n'a pas de questions de fond. Donc, l'oral s'est plutôt bien passé. Donc, ou c'est très bon signe, ou alors, remarquez, ça peut être aussi très mauvais signe. Genre, c'est tellement la catastrophe que bon, faut qu'on continue à échanger, mais voilà. Donc, il va vous poser une question de culture générale qui a un rapport ou pas de rapport du tout. Et là, vous pouvez retrouver, mais complètement désemparé, parce que vous ne savez pas, et qu'effectivement, bah, c'est la culture générale dans ce qu'elle a de plus bête, hein, c'est-à-dire le quiz. Moi, j'ai un souvenir comme ça. J'étais au jury du grand oral de l'École nationale de la magistrature, et il y a un de mes collègues qui, à un moment donné, pas pourquoi, donc c'est des juristes, donc on est vraiment dans un oral qui peut être spécialisé aussi, comme le vôtre, hein, donc, bon. Et effectivement, comment dirais-je, le membre du jury dit au candidat, j'ai juste une question de culture générale à vous poser. Comment s'appelait la femme de Mozart? Vous voyez, le type complètement déconcerté. On parlait de droit avant. Pourquoi est-ce qu'il me dit ça? Et puis, vous avez parfaitement le droit de ne pas être mélomane et de ne pas connaître effectivement donc, la vie privée de Mozart, de ne pas savoir en effet qu'elle appartient à une grande famille de musiciens aussi. Enfin bon, on a le droit de pas aimer la musique classique. Et le candidat qui avait beaucoup d'humour, donc je rappelle la question, c'est comment s'appelait la femme de Mozart. Il regarde le jury et il dit, écoutez, je vais être audacieux. Je pense qu'elle s'appelait Madame Mozart. Et là, tout le monde s'est mis à rire. On a compris effectivement le caractère complètement impertinent de la question de ce collègue. Et c'est comme ça que le candidat, à mon avis, il a fait sa note. Il est sorti avec un 18. Mais l'oral précédemment était très, très bon. Mais voyez, bon, ce que je veux dire par là, c'est qu'une petite touche d'humour un peu insolente, légèrement, parce que là, on est dans l'insolence quand même. Mais vous voyez, c'est pas la provocation que vous évoquiez de Marchais, mais c'est une petite touche d'insolence, d'esprit qui montre, bon, voilà, écoute, c'est bon, arrête de faire ton cinéma. Donc, voilà, c'est Madame Mozart. Ouais. Donc, voilà. Donc, mais, vous voyez, c'est facile à dire quand on a nos âges. Enfin, vous êtes beaucoup plus jeune que moi, Nicolas, mais quand on a nos âges et notre expérience des concours, c'est plus facile en effet de dire ça comme ça, alors que quand on est un étudiant de 20 ans, on est parfois un peu tétanisé par le jury. Donc, voilà, essayez d'avoir du recul. Si la question vous semble décalée ou si vous ne savez pas y répondre, voilà, essayez d'avoir peut-être un peu d'humour, mais encore une fois, un humour bienveillant, hein, pas un humour, évidemment pas un humour agressif.
Bien. Alors, je me rends compte déjà de l'heure. Alors, nous avons échangé sur un certain nombre de points et je pense qu'on pourrait encore échanger un certain nombre d'heures tous les deux sur cette éloquence et sur cet art oratoire. Mais bon, il est temps de conclure et je vais vous laisser la parole, Eric. S'il y avait trois éléments à retenir pour la conclusion d'un oral, quels seraient ces trois éléments, Eric? Je crois qu'il faut avoir toujours présent à l'esprit, c'est ce qu'on essaye de diffuser. Donc, c'est la méthode CAS, hein, CAS. Il y a trois éléments qu'il faut toujours avoir présent à l'esprit pour que, effectivement, l'oral se termine bien. C'est terminé sur un effet d'abord de connexion. Encore une fois, C-K, C-A-S. C comme connexion. La connexion, la connexion, la connexion. La connexion depuis le début, la connexion jusqu'à la fin. Non, la connexion. Ensuite, l'alignement. L'alignement, ça veut dire être toujours attentif à ce qu'effectivement, il n'y ait pas de désaccord entre ce que la bouche dit et ce que le corps exprime. Ne dites pas que vous êtes très heureux alors que vous avez l'air complètement donc, angoissé et rétracté. Ne dites pas que vous êtes ouvert aux autres alors que vous avez les bras croisés et que vous êtes fermé, enfin, etc. Et puis, il y a la signature. La signature, c'est ce qui va faire que votre oral va être unique, que le jury va se souvenir de vous même s'il ne connaît pas votre nom. Alors, signature, c'est quoi? C'est une petite une tonalité, ça peut être un timbre de voix, ça peut être peut-être même un accent d'ailleurs, peu importe, mais une touche personnelle qui fait que, ah ben tiens, c'est la personne qui. Et le jury se souvient de vous de cette façon-là. Donc, il y a vraiment trois éléments qu'il faut avoir présent à l'esprit pour toute communication. Mais ça vaut aussi lorsque vous êtes dans un café hein, et que vous devez demander à un serveur est-ce que vous pouvez venir prendre ma commande? Ça fait 20 minutes qu'il vous ignore. Et il faut l'appeler. Et donc, connexion, arriver à l'attraper et connecter avec lui. Alignement, que effectivement l'intention de lui demander soit bien claire et que vous ne soyez pas dans une sorte de fausse timidité. Vous savez, est-ce que, voilà, si vous êtes dans là, ça vous déjà. Bon, évidemment, là, évidemment, quelque chose de contraire. Et puis la signature, avoir une voix forte et imprimer une certaine personnalité de manière à ce que la personne se souvienne de vous. Hein, vraiment, connexion, alignement, signature, hein, c'est mon mantra. Moi, c'est comme ça qu'on ancre vraiment des progrès qui peuvent être très rapidement faits, parce que comme vous le disiez tout à fait au début, l'éloquence est une technique. Alors vous disiez c'est un art, mais technique et art, en fait, c'est le même mot, puisque techné c'est du grec et art c'est du latin, et c'est la traduction de l'un et l'autre. Donc c'est à la fois donc, une technique et un art, parce que justement c'est quelque chose qui s'apprend et se pratique. Eh bien, écoutez, Comme la médecine. mais oui, oui, oui. Oh, Exactement. et, et je compléterai juste, effectivement, pour illustrer ces propos, alors, pour dépasser un peu l'image du garçon de café qu'on vient à héler parce qu'effectivement, le bras commence à fatiguer pour le deuxième expresso de la journée. Mais dans l'alignement, pensez bien, et notamment sur un oral de motivation ou de projet professionnel, si l'étudiant, vous avez une main dans la poche ou les bras croisés et que vous dites oui, mais moi je suis bienveillant, je suis ouvert et je suis empathique, le côté bras croisés refermé sur soi, eh bien, on déconnecte clairement le corporel avec le verbal. Et dans la signature, euh, il y a ce que vous avez dit, mais il y a aussi tout simplement la formule de politesse, c'est de remercier aussi le jury, lui c'était une bonne journée, parce qu'il ne faut pas oublier que le jury, alors même si il est là pour évaluer et que ça fait partie des attributions, il va enchaîner un certain nombre d'heures et un certain nombre de candidats. Et lui c'était une bonne journée, une bonne matinée, ou une agréable journée, un agréable après-midi. Euh, Passez-moi l'expression, ça ne mange pas de pain, mais ça fait passer également le candidat pour quelqu'un de bienveillant. Et la signature, c'est justement la bienveillance qu'on a auprès du jury qui, préalablement, vous a questionné et qui n'était pas, comment dirais-je, synonyme de moment agréable initial. Donc, voilà, tout ce travail, on retravaillera ensemble avec les étudiants des cours Galien, nous retravaillerons ensemble durant les stages de préparation aux oraux, mais l'éloquence, vous l'avez dit, et je pense que ça sera votre mot de conclusion, c'est l'éloquence, c'est des techniques, ça se travaille. Hein, c'est bien ça, Eric. Oui, oui, absolument. Et, Absolument. et donc, eh bien,
si c'est votre dernier mot pour ne pas faire un jeu de mots, encore une fois que certains jeunes ne peuvent pas connaître, je vous remercie infiniment encore pour ces échanges, Eric. Je vous en prie. Ça a vraiment été un réel plaisir d'échanger avec vous et de préparer ce webinaire de ce soir. Je pense que ce qu'il en sortira serviront l'ensemble de nos étudiants. Puis pour terminer, je souhaite rappeler une chose, c'est que ces oraux, pour certains, peuvent être préparés à l'avance, notamment les oraux de motivation, de projets professionnels. Et je vais citer Winston Churchill, qui disait qu'un discours improvisé a été réécrit 3 fois. Eh bien, mesdames, messieurs, Eric, je vous remercie et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Et n'hésitez pas à prendre contact auprès de votre école Galien, de votre cours Galien le plus proche, si vous souhaitez, eh bien, tout simplement, prendre un rendez-vous pour préparer votre oral de sélection aux études de santé. Bonne soirée.